Il y a M. Jika qui demande le type d'examen, je sais pas. Probablement des QCM, puisque vous êtes nombreux, donc probablement il y aura des QCM. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'étais sûr qu'ils allaient demander l'examen. Alors, s'il vous plaît, quels sont les tissus les plus radiosensibles à part la moelle osseuse? Donc, il y a Amira qui demande quels sont les tissus les plus radiosensibles à part la moelle osseuse. En fait, il y a bien sûr la cornée et les organes de reproduction. Surtout chez l'homme, c'est les testicules, hein, qui sont plus radiosensibles que les ovaires. Donc les doses qui pourraient être reçues sont inférieures chez l'homme que chez la femme. Bien sûr, il y a l'embryon hein, qui est très radiosensible, la phase d'embryogénèse qui se situe entre la fécondation et, disons, 2 mois, hein, c'est la phase d'organogénèse, pendant laquelle se forment les différents organes, les ébauches des organes, et c'est une période très radiosensible. Donc soit c'est la loi du tout ou rien, soit il y a un avortement qui va passer inaperçu, soit il y aura probablement des effets tératogènes et des malformations au niveau de l'organe qui est atteint. Donc l'embryon, disons, au premier trimestre, hein, disons, pour être un peu large, c'est pendant la phase d'organogénèse où les ébauches des différents tissus et organes se constituent, est très radiosensible et les dommages sont assez importants et il pourrait y avoir des effets tératogènes, c'est-à-dire des malformations à la naissance de l'enfant. Alors, le cours de la surdité, le stade 1, comment ça se fait d'avoir une chute de l'intensité 30 à 50 ou chute à 70? Pourquoi on ne parle pas d'élévation? Donc j'ai pas trop compris la question. Il faut savoir que le stade 1, la chute est réversible. Au stade 1 de la surdité professionnelle, cette chute de 30 à 50 Hz est réversible. Et il y a un scotum, ce qu'on appelle le scotum à 4000 Hz. C'est la fréquence 4000 qui est touchée. On ne sait pas trop pourquoi. C'est une fréquence conversationnelle qui est la plus atteinte dans la surdité par atteinte cochléaire. Donc c'est une surdité par atteinte de l'organe de Corti. Alors, concernant votre cours, s'il vous plaît, professeur, est-ce qu'il faut apprendre les tableaux des étiologies? Moi, je demande, est-ce que les cancers, concernant le cours, est-ce qu'il faut apprendre les tableaux? Non, il ne faut pas apprendre les tableaux, il faut juste connaître quelques-uns, connaître quelques étiologies de cancer. 3 ou 4, c'est suffisant. Vous n'êtes pas obligé de connaître les tableaux. Dans la surdité, il y a une question. Alors, la
surdité touche également les fréquences graves au stade 4, oui. Donc il y a la courbe s'aplatit et descend vers les fréquences les plus graves. C'est une surdité de perception, donc c'est par atteinte de l'organe de Corti. Alors, il y a une question, la surdité professionnelle est une atteinte endocochléaire, oui. Oui, c'est pour ça qu'on dit que c'est une surdité de perception. C'est l'organe de Corti, enfin, il y a une atteinte des cellules sensorielles. Donc, l'influx nerveux n'est plus transmis au cerveau. À propos de la silicose, qu'elle provoque cancer, elle est inclue dans le tableau de cancer ou juste elle a un potentiel. Si le cancer du poumon est réparé dans la silicose, d'accord? Alors, c'est quoi une attestation de reconstitution de carrière? En fait, c'est un document administratif qui est délivré par l'employeur, qui retrace un petit peu le curriculum laboris, c'est-à-dire tous les postes de travail avec leurs dates, les périodes euh, dans lesquelles le travailleur a occupé les postes avec bien sûr les périodes du haut. Alors, est-ce que le cancer dû à la silice est indemnisable? Oui, le cancer du poumon est réparé. Alors, est-ce que le mésothélium du péritoine au cours de l'asbestose est indemnisable? Euh, il n'est pas spécifié mésothélium du péritoine, il est spécifié mésothélium pleural dans l'atteinte asbestosique. Mais il pourrait faire l'objet d'une déclaration en maladie à caractère professionnel. Je pense qu'il est 10 heures, on va entamer le cours sur le risque biologique. Donc bonjour. En fait, ce cours est assez important parce que le risque infectieux, en particulier chez le personnel soignant, on va le voir tout à l'heure, les accidents d'exposition au sang, auxquels vous serez confrontés un de ces jours. Donc vous aurez à vous protéger vous-même, mais également à prendre en charge en tant que médecin d'éventuels accidents d'exposition au sang chez vos collègues de travail, chez l'infirmière ou chez un médecin tout court. Donc voilà, donc c'est un cours assez important. Et donc c'est le risque, il est quotidien, il est omniprésent pour le personnel soignant. Donc je rappelle un petit peu que nous sommes exposés, enfin tout travailleur est exposé à la notion d'exposition à plusieurs agents qu'on appelle chimiques, physiques ou biologiques. Donc le risque chimique est très très important aussi. Il vient en premier plan chez les travailleurs. Vous avez déjà eu un cours sur les métaux lourds par exemple, les pesticides. Donc beaucoup de travailleurs sont exposés à ces métaux.
Les agents physiques comme les rayonnements ionisants, le bruit qui induit la surdité, et les agents biologiques, tout ce qui est vivant. Donc biologique, c'est vivant, la science du vivant. Les bactéries, les virus, les champignons, etc. Donc, ce risque biologique ne se résume pas au risque infectieux uniquement. On a tendance à croire qu'il y a seulement des infections liées aux agents biologiques. En fait, le risque biologique, c'est vrai qu'il est le plus fréquent, mais il y a aussi un risque immunoallergique, un risque toxinique et un risque cancérigène dû à des agents biologiques. Donc ça a été prouvé que beaucoup d'agents biologiques, les virus, les champignons, les moisissures, peuvent induire non seulement une infection, mais également des affections immunoallergiques, des affections toxiniques par des antigènes assez spécifiques, et même des affections cancérogènes, comme le cancer du foie, dans les hépatites chroniques, les hépatites B et C, que vous connaissez, peuvent évoluer vers la cirrhose, et cette cirrhose fait le lit du cancer du foie. Donc, vous voyez que ces agents biologiques peuvent induire différentes actions, en particulier le risque infectieux. Donc, les circonstances d'exposition sont innombrables et très variées. Comment le travailleur peut être exposé à ces agents biologiques? En fait, il y a plusieurs manières d'être en contact. Le premier, c'est le contact avec les personnes malades, qui sont porteurs de germes et qui peuvent les transmettre aux soignants, par exemple, dans le domaine de la santé. Les produits d'origine humaine également, tout ce qui est sécrétion, prélèvement d'origine humaine, qui peuvent contenir bien sûr des germes et qui peuvent être transmis à l'homme. La manipulation des déchets et leur traitement, bien sûr les microbes, tous les germes peuvent se multiplier au niveau des déchets. Et les éboueurs, par exemple, sont les plus touchés. Le traitement des eaux usées, c'est une industrie également. Il y a une station d'épuration, vous connaissez Rocher, à Belabès, donc où se fait le traitement des eaux usées de la ville. Et il y a des gens qui s'occupent de cette station et donc ils sont exposés aux agents biologiques. La manipulation des animaux, les éleveurs, les vétérinaires, qui sont en contact d'animaux, qui peuvent être porteurs eux-mêmes donc de maladies infectieuses. On parle d'anthropozoonose, c'est les maladies communes à l'animal et à l'homme, et l'animal peut transmettre ces germes à l'homme. Donc vous connaissez la brucellose, la leptospirose, qui sont des maladies animales, mais qui peuvent être transmises à l'homme. Toutes les personnes qui font la maintenance des installations, les climatiseurs par exemple, on sait qu'il y a des filtres dans les climatiseurs, et c'est que ces filtres contiennent beaucoup de moisissures, et ces moisissures, donc c'est des champignons qui peuvent être inhalés si le filtre n'est pas changé régulièrement, et donc même la personne qui est dans ce bureau peut inhaler ces moisissures et faire des maladies qu'on appelle les pneumopathies d'hypersensibilité. Donc vous avez eu le cours, je pense, sur ce sujet. Donc voilà, les expositions sont assez variées. Ça peut toucher des personnes très variées et différents secteurs d'activité. Alors, les secteurs, c'est la santé, bien sûr. On sait que l'hôpital, c'est une usine à germes. Les malades qui viennent ne viennent pas en bonne santé, donc ils peuvent ramener différents germes qu'ils peuvent transmettre aux soignants, les infirmières, les
des médecins, etc. Le domaine de l'élevage, des bovins, des ovins, des caprins, hein, donc le contact avec les animaux, l'agriculture, hein, l'agriculture également, le foin, hein, le foin, les graines qui sont semées, l'assainissement, les déchets et la maintenance. Donc les secteurs sont très nombreux qui peuvent véhiculer différents agents biologiques. Alors on va commencer par le risque infectieux. Hein, l'infection c'est quoi? C'est la pénétration puis la multiplication d'un micro-organisme dans le corps. Donc elle peut avoir des conséquences bénignes, hein. Donc c'est une simple infection, comme ça peut aller jusqu'à l'abcès ou la septicémie, jusqu'à la mort. Donc le risque infectieux est omniprésent, surtout dans ces domaines de la santé en particulier, mais aussi dans l'élevage des animaux. Alors, en second lieu, c'est le risque immunologique, hein. Certains agents contiennent des allergènes. Les allergènes, c'est des particules microscopiques, hein. En général, ils se situent à la surface du germe, et ces allergènes peuvent entraîner des rhinites, de l'asthme et des pneumopathies d'hypersensibilité, ou là qu'on appelle alvéolite allergique extrinsèque. Donc je vais donner quelques exemples, hein. Alors, les étiologies sont très nombreuses, hein, qui peuvent induire ces pneumopathies d'hypersensibilité. Donc, les particules antigéniques sont inhalées, hein, elles passent par la voie respiratoire et donc les voies aériennes supérieures. Donc, ça peut donner des rhinites, ça peut aller jusqu'au poumon et donner de l'asthme et parfois même des pneumopathies d'hypersensibilité qui peuvent évoluer vers la fibrose interstitielle diffuse. Certaines maladies sont connues, hein, sont très répandues dans le domaine agricole en particulier et le domaine de l'élevage. L'élevage des oiseaux, hein, des poules, il y a beaucoup d'usines, hein, pour l'élevage du poulet. C'est un milieu très dangereux parce que c'est un milieu confiné, hein, qui est fermé, et le travailleur qui pénètre à l'intérieur de ces locaux où il y a beaucoup d'antigènes, donc s'il a une susceptibilité individuelle, s'il est agile, hein, sur le plan immunologique, il peut développer une alvéolite allergique extrinsèque. Et ce qu'on appelle la maladie des éleveurs d'oiseaux. Ensuite, il y a la maladie du poumon du fermier. Hein, le poumon du fermier, c'est le fermier qui donne à manger donc aux bêtes, au bétail, du foin qui est moisi. Hein, le foin, donc il contient de la moisissure, et parce que l'humidité est élevée, et avec la chaleur, il y a une multiplication de ces moisissures qui peuvent être, lorsqu'il donne à manger au bétail, donc il peut inhaler ces moisissures et il peut développer donc une alvéolite allergique. La maladie des fromagers, hein, également, il y a une usine, vous connaissez, à Abdelhadès, le Relais, qui fabrique du camembert, hein. Et le camembert, il est fabriqué à partir d'une moisissure qu'on appelle pénicillium. Et donc, les personnes qui manipulent ces fromages donc peuvent inhaler ce pénicillium, et donc ce pénicillium est doué de propriétés antigéniques. La maladie des climatiseurs, les gens qui réparent, j'en ai parlé tout à l'heure, les climatiseurs. La bicinose, hein, donc c'est les gens qui manipulent le coton. Donc elles sont très nombreuses, ces maladies. Donc je vous invite à regarder un petit peu sur Internet, hein, les maladies professionnelles
des agriculteurs en particulier. Donc elles seront très nombreuses. C'est juste qu'il faut savoir que il faut y penser, parce que moi j'ai l'expérience d'avoir rencontré des malades qui avaient de l'alvéolite et qui passaient pour de l'asthme et qui étaient traités pour de l'asthme. C'est différent, c'est totalement différent. C'est le même traitement, hein, c'est les corticoïdes et les bronchodilatateurs. Le malade répond à ces médicaments, que ce soit pour l'alvéolite ou pour l'asthme, mais c'est pas la même symptomatologie. Donc souvent on les prend pour de l'asthme alors que c'est pas de l'asthme. L'asthme c'est des râles sibilants, ça sibile, hein, ça siffle. C'est ça le maître symptôme. Alors que dans les alvéolites, il y a des râles crépitants aux bases. D'accord, ça crépite, hein, c'est pas les mêmes sons, parce qu'il y a de la fibrose qui s'installe progressivement. L'asthme n'évolue pas vers la fibrose, hein, alors que, contrairement aux alvéolites qui peuvent évoluer vers la fibrose. Je passe rapidement parce que c'est juste parce que c'est fréquent. J'en parle aussi parce que c'est fréquent. Donc les éléments de diagnostic, il y a plusieurs formes d'alvéolite ou de pneumopathie d'hypersensibilité. Il y a la forme aiguë, hein, qui est due à l'inhalation aiguë. Hein. Les symptômes apparaissent 24 à 48 heures sous forme de syndrome pseudo-grippal qui peut récidiver à chaque exposition. Il y a de la dyspnée, des râles crépitants et au bout de plusieurs années, à chaque exposition, donc le travailleur va faire ces symptômes et qui se répètent à chaque exposition. Et si on ne l'écarte pas de l'exposition, du risque, donc il va évoluer vers la fibrose pulmonaire. Donc d'où l'intérêt de les diagnostiquer assez précocement. La radiographie est importante dans la surveillance de ces travailleurs. Donc au début, il n'y a rien, on peut avoir un cliché normal, mais au bout de plusieurs années, on peut avoir des images réticulées, mais il faut pas arriver aux images radiologiques, hein, parce que si la fibrose s'installe, elle va évoluer spontanément toute seule. Donc il faut savoir écarter le sujet à temps. La spirométrie qui va mettre en évidence un syndrome restrictif, hein, la DLCO, les gaz du sang, le lavage broncho-alvéolaire qui est très important, et la TDM, le scanner thoracique qui va mettre en évidence les lésions parenchymateuses. Donc voilà quelques images, hein, du poumon de Fermi. Vous voyez au scanner, c'est des... Donc au scanner, vous voyez, c'est des images réticulées, hein, c'est des images de fibrose pulmonaire, donc dues à l'inhalation d'un antigène qui se trouve essentiellement dans le foin, dans cette même, hein. Et la radiographie montre également des images réticulées, diffuses, hein, à tout le poumon. Alors, l'autre risque, c'est le risque de toxémique, hein, donc il peut s'agir de mycotoxines ou d'endotoxines. Les mycotoxines sont produites par les moisissures, j'en ai parlé tout à l'heure, telles que les aflatoxines, l'aspergillus, le pénicillium, hein, qui donnent la maladie des fromagers. Les effets peuvent être immédiats, hein, lors d'intoxication aiguë, mais également des effets à long terme, pouvant évoluer vers une déficience immunitaire et qui va faire le lit de cancer. Vous voyez, donc tout est lié. Un trouble de l'immunité peut conduire vers le développement de cancer. C'est assez rare, mais il faut y penser. Les endotoxines, donc c'est des composants de la paroi des bactéries gram-négatifs et qui sont libérés pendant la division cellulaire ou la mort des bactéries. Donc les domaines de prédilection de ces endotoxines, c'est l'agriculture, hein, la transformation des fibres végétales, le travail dans les égouts, le traitement des eaux usées, etc. Là où il y a
possibilité de multiplication des germes. Vous savez qu'un germe, il faut un peu d'humidité et un milieu de culture. Et une bonne température pour que ces germes se multiplient assez rapidement. Alors, les effets sur la santé, ils sont variés. Ça peut aller de la toux, hein, de la dyspnée, voire de l'asthme, et un syndrome, ce qu'on appelle l'organic dust toxic syndrome, ou syndrome toxique des poussières organiques. C'est une entité assez particulière, donc qui est due à l'inhalation aiguë, hein, d'une quantité importante de ces antigènes, et on peut avoir de la fièvre et une sensation d'oppression thoracique. Elle est bénigne, hein, à ce stade, mais si les expositions se répètent, ça peut aller jusqu'à la BPCO, hein, les bronchopathies chroniques obstructives et l'insuffisance respiratoire. En fait, ce syndrome est assez fréquent et mal connu malheureusement. Alors, le risque cancérogène, vous savez tous que les hépatites, par exemple, les hépatites virales, et c'est chronique, hein, font le lit de la fibrose pulmonaire, de la fibrose de la cirrhose hépatique. Et cette cirrhose hépatique fait le lit du cancer du foie. Donc, certains virus, ces virus peuvent conduire donc à un cancer du foie. L'hélicobacter pylori également, qui est incriminé dans le cancer gastrique, hein, le papillomavirus, cancer du col, le VIH, hein, donc qui fait le lit de différents cancers. Donc vous voyez que à partir d'une infection, cette infection peut, si elle est chronique, elle peut évoluer vers le développement d'un cancer. Alors, les secteurs d'activité sont très nombreux, hein, le travail en contact des humains et des produits d'origine humaine, hein, le personnel soignant, le travail en contact d'animaux, hein, les vétérinaires, les éleveurs, le personnel des abattoirs et même les animaux de compagnie, le travail au milieu agricole, les agriculteurs, les forestiers, donc ils sont assez nombreux eux aussi. Donc il faut savoir penser à c'est surtout les alvéolites, hein, chez les agriculteurs. Donc l'industrie agroalimentaire, l'assainissement, l'entretien et la maintenance. Souvent à partir du poste de travail, on peut suspecter une origine professionnelle de cette symptomatologie. Donc quelqu'un qui vient avec une toux, de la fièvre, pseudo-grippale, un syndrome pseudo-grippal, donc le fait de demander son poste de travail ou son métier, on peut être orienté vers une étiologie particulière. Alors, ce tableau vous montre un petit peu ces infections en milieu agricole. Vous voyez le numéro du tableau à droite. Hein, c'est les tableaux de maladies professionnelles qui sont réparés, hein, qui sont reconnus comme maladies professionnelles. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il existait des maladies qu'on appelle anthropozoonoses, c'est-à-dire des maladies communes à l'animal et à l'homme, et ces maladies peuvent être transmises à l'homme. Donc même la tuberculose bovine, hein, peut être transmise à l'homme, la brucellose, hein, la rage animale lors de morsures. Donc elles sont fort heureusement assez rares actuellement. La leptospirose, hein, qui est due à la contamination par les urines, hein, des bovins et des caprins, par les leptospires, hein, le charbon, les mycoses cutanées. Toutes ces affections sont réparées et prises en charge par la législation algérienne. Donc, vous voyez déjà là, il y a 3 tableaux, 4, 5, 6, 7. 7 tableaux réparent les maladies. Ce n'est pas des maladies infectieuses, mais surtout des maladies infectieuses.
un risque particulier chez le personnel soignant. C'est bien sûr, on va entamer les accidents d'exposition au sang. Donc c'est un risque assez fréquent chez le personnel soignant. Vous-même, vous serez peut-être victime, hein, ou bien vous aurez à prendre en charge des victimes d'accidents d'exposition au sang. Et pourquoi on en parle? Parce que il y a un risque de transmission de certains virus. Hein. Le sang, on sait que c'est un véhicule de différents germes, en particulier le virus de l'hépatite B, le virus de l'hépatite C et le virus du sida. Alors, si les hépatites virales, on l'a vu tout à l'heure, hein, les hépatites virales sont des maladies professionnelles, d'accord? Sont des maladies professionnelles, alors que la contamination par le VIH est considérée comme accident du travail. Donc, c'est pas une maladie professionnelle, mais la contamination du soignant, que ce soit infirmier ou médecin, c'est un accident du travail. On va voir la différence et comment, c'est-à-dire reconnaître cet accident du travail comme cet accident d'exposition au sang, comme accident du travail. Il faut savoir aussi qu'il existe un traitement d'urgence en cas d'exposition au VIH. D'accord, qu'il faut prendre dans les 4 heures qui ont suivi cet accident d'exposition au sang lorsqu'on connaît la sérologie du patient source, s'il est positif. Là, c'est une science, donc la santé au travail est une science médecine préventive. Hein. Donc, la prévention de ces risques fait appel au respect des précautions standards et à la vaccination. Vous avez eu un TD sur la vaccination. Et je pense que le respect des précautions standards est toujours d'actualité. Vous voyez, avec le coronavirus, si on respecte les mesures de précaution standards, donc on peut être protégé même en travaillant dans un milieu comme le nôtre, hein, le milieu de la santé. Alors, c'est quoi un accident d'exposition au sang? Donc, c'est comme son nom l'indique, hein, on est exposé à du sang. Et on sait que le sang peut véhiculer donc différents germes. Donc, c'est toute effraction cutanée. C'est-à-dire qu'il y a perte de substance cutanée à la suite d'une piqûre par une aiguille creuse ou pleine, une aiguille à injection ou bien une aiguille à suture, ou bien lors d'une coupure. Lorsqu'on se coupe avec une lame de bistouri, et cet objet doit être souillé de sang. Mais pas que, il faut que l'objet tranchant ou piquant soit souillé du sang ou de liquide biologique contenant du sang. Alors les liquides biologiques, ça peut être du liquide pleural, liquide amniotique, liquide d'acide, donc tout ça, c'est un liquide biologique hein, et qui contient du sang. Ou bien lors d'une projection de sang sur les muqueuses, hein, les yeux ou la bouche. On sait que les muqueuses buccales et conjonctivales peuvent être traversées par les germes. Et donc, les germes peuvent se retrouver, donner une infection locale, mais également une infection systémique. Ou bien lors d'une projection de sang ou de liquide biologique sur une peau lésée. Lorsqu'on a un eczéma ou une plaie, donc sur les doigts, et qu'on reçoit du sang dessus et qui peut être contaminé, donc il y a un risque de transmission virale à travers une peau lésée. Donc vous voyez que cette définition est assez large et qui doit être apprise par cœur parce que si on ne connaît pas les définitions, on ne peut pas ni prendre en charge ni réparer. Le but, l'objectif final, c'est de réparer toute infection liée à un accident d'exposition au sang.
En fait, les risques de contamination, c'est surtout par le virus de l'hépatite B et le virus de l'hépatite C et du VIH. Pourquoi on en parle? Parce que c'est des maladies graves. Hein, le VIH, jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de traitement qui est efficace. Le traitement arrive à stopper la multiplication virale, mais il ne guérit pas la maladie. C'est des maladies graves parce qu'elles sont très fréquentes parmi la population générale, surtout le virus de l'hépatite C, qui est très répandu parmi la population générale. C'est des maladies qui passent à la chronicité, et on a vu tout à l'heure que les hépatites chroniques peuvent évoluer vers le cancer hépatique, et il y a des formes fulminantes. Alors, un petit rappel d'histoire, parce que c'est important de le souligner. Vous savez que ces risques ont été mis en accent, les accidents d'exposition au sang, ont été mis en accent dès les années 80, lorsque le sida est survenu. Les premiers cas de sida sont apparus aux États-Unis, et on a vu que certains médecins ou infirmières se sont piqués avec du sang contaminé de malades qu'ils prenaient en charge, et ils ont développé un sida accidentel suite à cette piqûre d'aiguille. Et donc le CDC, le Center for Disease Control aux États-Unis, a mis en place ce qu'on appelle les précautions standards de prévention du risque biologique, et en particulier des accidents d'exposition au sang. Alors, quelques chiffres qui vont montrer un petit peu la répartition de ces germes parmi la population générale. On dénombre à peu près 375 millions d'hépatites virales B, c'est des porteurs chroniques dans le monde. Moi j'ai les chiffres en France, on a 500 000 d'hépatite virale C, soit 1% de la population en France qui est atteinte d'une hépatite C. C'est beaucoup. Là, on n'a pas les chiffres en Algérie, mais je pense qu'on se situe dans les mêmes proportions, sinon un peu plus. Donc 1 à 1,5% de la population aurait été en contact avec le virus de l'hépatite C. Et le VIH, actuellement dans la population générale, on estime à peu près à 3000 cas de séropositifs parmi la population générale. Donc vous voyez que ces trois germes uniquement sont assez répandus dans la population générale. Alors, est-ce que la contamination est réelle? Oui, la contamination professionnelle par le VIH est réelle, et elle a été documentée dans plusieurs pays, par exemple en France, c'est des chiffres publiés. On est actuellement à 49 contaminations professionnelles par le VIH en France, et 62 par le virus de l'hépatite C. C'est des contaminations des professionnels de la santé, à la suite d'un accident d'exposition au sang. D'accord? En Grande-Bretagne, ils ont enregistré 19 cas de VIH, de contamination par le VIH, et aux États-Unis, c'est à peu près 200 cas, plus de 200 cas de contamination par le VIH, chez les personnels soignants. En fait, la plupart des pays industrialisés publient des chiffres sur les accidents d'exposition au sang. Et en Algérie, je vais vous donner tout à l'heure les chiffres de notre enquête à Sidi Ben Abbas, au CHU de Sidi Ben Abbas. Alors, les germes, on en a parlé tout à l'heure, c'est le VIH, le virus de l'hépatite B et le virus de l'hépatite C, mais pas que, même le paludisme peut être transmis à la suite d'une piqûre d'aiguille. Il y a eu 15 cas publiés en Europe qui ont été contaminés, c'est des soignants qui ont été contaminés par le paludisme, le Plasmodium falciparum, en 2003. Et le risque de transmission a été évalué pour chaque virus à travers d'études mondiales et
différents scientifiques ont collaboré. Et ce risque, c'est-à-dire que c'est pas toutes les piqûres qui sont contaminantes. Hein. Il y a à peu près pour le VIH, c'est 3 pour 1000 accidents VIH positifs, c'est-à-dire 3 sur 1000 qui peuvent être contaminés. Fort heureusement, hein, donc le VIH n'est pas très transmissible par voie lors d'un accident d'exposition au sang. Pour le virus de l'hépatite C, le risque est estimé à peu près à 3%. Et le virus le plus transmissible, c'est le virus de l'hépatite B, qui est à peu près de 30%. Donc à la suite d'une piqûre d'aiguille. Alors ça, c'est des chiffres mondiaux. Hein. Vous voyez que on a à peu près 319 contaminations en 98 hein, par le VIH à travers le monde. Donc c'est réel. Hein. Le virus du sida peut être transmis à la suite d'un accident d'exposition au sang. Le personnel qui a rapporté ces accidents, enfin ces contaminations, c'est en particulier les infirmières qui viennent en première position. Les médecins, les étudiants, les résidents, les médecins résidents, les chirurgiens et les travailleurs des laboratoires. Hein, les laborantins sont aussi ont rapporté des cas de contamination par le VIH. Ça, c'est le détail des contaminations en France. Donc, ça a concerné donc 20 femmes et 10 hommes. Les professions, c'est les infirmières hein, qui sont les plus touchées. Viennent ensuite les médecins non chirurgiens, hein, c'est des internes et des externes, les laborantins et les agents hospitaliers. Donc, vous voyez toutes les catégories professionnelles, un secouriste, une aide-soignante, un chirurgien dentiste, donc peuvent être contaminés à la suite d'une piqûre d'aiguille. Alors, notre cas à Sidi Ben Abbès, donc nous avons enregistré plus de 700 accidents d'exposition au sang sur une période de 10 ans. Vous voyez, parce que les gens viennent déclarer au service de médecine du travail ces accidents. Et les personnes les plus touchées, c'est les paramédicaux qui rapportent le plus. Ensuite viennent les femmes de ménage et les agents d'hygiène. Vous voyez que ça c'est particulier aux pays sous-développés, hein, je vais dire hein, carrément, parce que ces chiffres-là ne devraient pas exister. Hein. Les femmes de ménage ne devraient pas se faire piquer par des aiguilles si le soignant avait jeté l'aiguille dans le bidon jaune directement et pas dans le sac poubelle ou bien par terre. Donc les aiguilles qui traînent et qui sont jetées dans les sacs poubelles, hein, qui peuvent être traversées par les aiguilles, et c'est la femme de ménage qui va s'occuper qui va débarrasser le service de ces sacs poubelles, et malheureusement elles sont piquées avec des aiguilles que nous avons jetées dans le sac poubelle. Donc le message qu'il faut retenir, c'est ça, hein, c'est éliminer tout objet piquant et tranchant dans le bidon jaune. Hein. Vous voyez que même les étudiants et les stagiaires, ça représente à peu près 18% de ces déclarations d'accidents d'exposition au sang. Alors, les piqûres d'aiguilles avec aiguille creuse, c'est la majorité. Hein. Ensuite, les coupures, les projections sur muqueuse ou sur les peaux lésées, la peau lésée. Donc, sont les accidents les plus rapportés. Alors, vous voyez là les personnels touchés par ces accidents. Donc, vous voyez que c'est les paramédicaux et le personnel d'entretien qui viennent en deuxième position. Et en troisième position, c'est les médecins. Donc, vous voyez que les femmes de ménage constituent une population à haut risque. Ces accidents donc, sont évitables, hein, on peut les éviter par un simple geste en éliminant les objets piquants et tranchants dans le bidon jaune. Donc ce graphe vous montre un petit peu l'évolution de la déclaration de ces accidents depuis 2005 à 2014.
Vous voyez que c'est une courbe ascendante. On a eu un pic en 2009 de déclarations. Et en général, on reçoit à peu près 70 déclarations par an d'accidents d'exposition au sang. C'est pas réel, hein, c'est pas la vérité, parce qu'il y a beaucoup d'accidents qui ne sont pas déclarés. On sait que plus de 50% des accidents ne sont pas déclarés. Alors, comment ces germes peuvent être transmis? D'abord, c'est par l'air, hein, ou par inhalation de ces bactéries, les virus, et, mais également par les gouttelettes, hein, qui se trouvent dans les crachats lorsqu'on éternue ou bien on tousse. Donc la transmission se fait par des gouttelettes. Le contact cutané et les accidents d'exposition au sang. Alors, ces accidents surviennent en particulier. Alors, ces accidents surviennent en particulier lors du retrait de l'aiguille de la veine. D'accord. Ensuite, en utilisant un conteneur d'objets trop rempli, hein, le bidon jaune, et lorsque l'infirmière veut jeter sa seringue, donc elle introduit sa main dans le bidon et elle risque de se piquer. La manipulation d'instruments souillés et le non-respect des précautions universelles. Alors, il faut savoir que le recapuchonnage est interdit. Donc il ne faut jamais recapuchonner l'aiguille de la seringue. C'est interdit, il faut la jeter telle qu'elle est. Il ne faut pas enlever également l'aiguille à la main pour la jeter. Et il faut toujours porter des gants. Parce que le port de gants réduit la quantité de sang qui serait inoculé si jamais il y a un accident d'exposition. Alors, il y a un certain nombre de facteurs de risque de transmission virale. En fait, ce risque dépend de plusieurs facteurs. Tout d'abord, la prévalence de l'infection parmi la population générale. On sait par exemple que donc, plus la maladie est fréquente dans la population, donc plus le risque de rencontrer ce germe en milieu de soins est élevé. Donc j'ai donné l'exemple de l'hépatite C qui est très fréquente parmi la population générale. Et donc le risque d'être contaminé par le VHC est élevé. Mais également le service. Par exemple, si je suis en service d'hémodialyse, donc je sais que par exemple la plupart des malades font une hépatite virale C parce que leur sang est continuellement fréquemment changé, donc il y a un risque de transmission du virus de l'hépatite C, et donc je m'attends à ce que il y ait une fréquence élevée chez les hémodialysés hein, de l'hépatite C, tout simplement. Alors, le risque moyen de transmission a été estimé, j'ai dit tout à l'heure, pour les différents virus. Donc, il est estimé lors d'une effraction cutanée à 0,3%, c'est-à-dire 3 pour 1000 pour le VIH, à 3% pour le VHC et à 30% pour le virus de l'hépatite B qui est très, très, très transmissible, et d'où l'intérêt de la vaccination. Donc, moi, je pose à chaque fois la question aux étudiants s'ils sont vaccinés. Et la réponse est toujours la même, 50% seulement, moins de 50% sont vaccinés. Sachez que la vaccination est obligatoire contre l'hépatite B. Donc, normalement, vous n'avez pas le droit de faire des stages ou d'exercer si vous n'êtes pas vacciné contre l'hépatite B. Et c'est une obligation. Un autre facteur, c'est l'accident lui-même de transmission du VIH qui a été étudié. Tout d'abord, il y a la profondeur de la blessure.
Donc plus la blessure est profonde, plus le risque de transmission du virus, du VIH est grand. Ensuite, il y a la charge virale. Bien sûr, si le malade est en phase terminale, donc il a une charge virale assez élevée, donc une virémie élevée, et donc le risque est très important. Ensuite, il y a si l'aiguille est de gros calibre. Vous savez que les aiguilles, le calibre diffère, hein. Une épicrânienne, le shikima, une aiguille de prélèvement. L'aiguille pour prélever du sang ou pour faire une transfusion, l'aiguille elle a un plus gros calibre que, par exemple, l'aiguille de l'insuline, hein, ou l'aiguille pour injection sous-cutanée. Si le sang est visiblement si l'aiguille est visiblement souillée de sang, c'est-à-dire que le travailleur ou l'accidenté va vous dire que j'ai vu du sang sur l'aiguille, et si l'aiguille a servi en intraveineux ou en intra-artériel. C'est normal, donc on est dans le sang total, contrairement à l'injection sous-cutanée où il n'y a pas beaucoup de sang sous la peau. Donc, mais lorsqu'on est dans la veine, donc la quantité de sang est très importante. Et enfin, il y a l'intervalle entre la contamination de l'instrument et l'exposition. Si un objet piquant est resté à l'air libre pendant une certaine durée, donc le sang va sécher, et même s'il y a une piqûre, donc là le risque n'est pas très important. Alors, que faire devant un accident d'exposition au sang? Donc j'ai énuméré un petit peu ce qu'il faut faire, mais on va rentrer dans le détail tout à l'heure. Donc tout d'abord, il faut faire des soins locaux. S'il y a une piqûre d'aiguille ou bien une blessure par une lame de bistouri qui contient du sang, donc il faut bien sûr désinfecter à l'eau, laver à l'eau et au savon, puis appliquer une solution antiseptique, un type eau de javel ou alcool à 70%. Ensuite, il faudra essayer d'obtenir la sérologie du patient source, hein, avec le sang duquel vous êtes contaminé. Donc, s'il est hospitalisé, normalement vous allez regarder son dossier, vous allez rechercher s'il a une sérologie récente ou pas. Bien sûr, il faut consulter un médecin qui va évaluer le risque. Ensuite, il faut faire une sérologie, ce qu'on appelle une sérologie à J0. Le jour de l'accident, il faut faire une sérologie, donc qu'on appelle sérologie initiale pour les 3 virus de la victime. Et il faut savoir qu'il existe un traitement prophylactique pour le VIH en urgence, on va le voir tout à l'heure, qui est pris dans les 4 heures qui suivent l'accident, de préférence. On peut aller jusqu'à 48 heures, mais de préférence, il faut être le plus précoce possible. Parce qu'il y a des études qui ont montré que plus on est précoce, moins le risque de contamination est grand. Ensuite, il faudra déclarer cet accident. On va voir l'intérêt de cette déclaration, surtout pour le sida, parce qu'on a dit que les hépatites virales, c'est des maladies professionnelles, même si je ne déclare pas et que je fais une hépatite, je serai pris en charge en maladie professionnelle. Par contre, pour le sida, si je fais un sida, c'est pas une maladie professionnelle, hein. C'est un accident du travail. Mais si je ne l'ai pas déclaré, l'accident initial, et que je montrais que j'étais séronégatif, donc j'ai fait une analyse sérologique dans les 8 jours qui ont suivi l'accident, qui est négative, et je dois la déposer avec le certificat de déclaration d'accident de travail au niveau de la CNAF, donc je ne serai pas indemnisé. Donc il faut que j'ai une sérologie négative le jour de l'accident. Ensuite, il faudra instaurer une surveillance sérologique et clinique à 1 mois, à 3 mois et à 6 mois. Donc je vais demander une sérologie de ces différents virus pendant jusqu'à 6 mois, parce que c'est le délai requis pour détecter une éventuelle séroconversion, c'est-à-dire apparition des anticorps des différents virus. On va détailler tout ça. Donc, lorsque je me présente à la suite d'un accident d'exposition au sang chez le médecin,
Donc il va faire une évaluation du risque. On a vu tout à l'heure qu'il fallait savoir les circonstances de l'accident, la profondeur de la blessure, le calibre, si le malade est connu, séropositif ou pas. Donc tout ça, ça fait partie de l'évaluation du risque pour pouvoir orienter une conduite à tenir adéquate. Donc les soins immédiats, donc s'il y a effraction cutanée, donc il faut laver à l'eau et au savon et appliquer une solution antiseptique. S'il y a projection de sang sur les muqueuses, il faut rincer à l'eau du robinet. Hein, donc on se lave les yeux ou la bouche à l'eau du robinet. Il faut connaître la sérologie du patient source. Donc si elle est récente et négative, il n'y a aucun risque. Donc il n'y a pas, s'il est négatif, il n'y a aucun risque bien sûr. Donc il faut rassurer la victime et lui dire que votre patient est séronégatif, donc il n'y a aucun risque de transmission virale. Et il n'y a aucune surveillance sérologique à la suite de cet accident. Par contre, lorsque la sérologie est inconnue, ou bien il est considéré comme à risque, là il faut faire une sérologie initiale et instaurer une surveillance sérologique jusqu'à 6 mois. Bien sûr, notifier et déclarer l'accident à la caisse de sécurité sociale. La prophylaxie, elle fait appel donc pour le VIH. Si le patient source et VIH porte enfin atteint du sida ou séropositif, donc là le risque existe de transmission du VIH et il faut mettre en place un traitement prophylactique d'urgence qu'on appelle traitement antirétroviral ou bien traitement post-exposition. Dans les 4 heures qui ont suivi l'accident, donc il consiste en une trithérapie, c'est les inhibiteurs de la protéase et de la transcriptase inverse, et ce traitement va durer 4 semaines. Donc c'est un traitement de 1 mois. Donc la victime va prendre les médicaments contre le sida pendant 4 semaines. Maintenant, si le patient source est porteur du virus de l'hépatite B, donc la conduite va dépendre bien sûr du statut vaccinal de la victime. Donc si elle est vaccinée, il n'y a aucun risque. Et si elle a un taux d'anticorps supérieur à 10 unités, il n'y a pas de risque. Mais si elle n'est pas vaccinée, le risque est élevé. On a vu tout à l'heure que le risque de transmission du virus de l'hépatite B est de 30%. C'est-à-dire 30 accidents sur 100 sont contaminés. Donc vous voyez que c'est assez important. Donc dans ce cas, il faudra injecter des immunoglobulines en IM dans 2 sites différents de 500 unités d'IgG anti-HB et entamer la vaccination IgG. Alors pour le virus de l'hépatite C, malheureusement, il n'y a pas de prophylaxie, il n'y a pas de traitement d'urgence qu'on peut mettre en place, il n'y a pas de vaccin jusqu'à l'heure actuelle. On peut juste faire un suivi sérologique jusqu'à 6 mois, comme pour l'hépatite B. Alors, on a dit que l'hépatite virale B est très transmissible, et donc il peut être transmis par d'autres voies. Et donc lorsque je suis victime d'un accident exposant au sang, donc, et que le patient source est VHB positif, donc il faut là être vigilant. Je continue à travailler, mais je ne dois pas contaminer les autres, en particulier les malades. Donc je dois utiliser des instruments propres, et si j'ai une plaie, je dois la recouvrir avec du sparadrap, un pansement, et ne pas entrer en contact avec des malades. Il faut éviter toute relation sexuelle non protégée pendant cette période, qui est une période de risque de transmission du virus. Donc le suivi sérologique permettra de savoir si je suis contaminé ou pas. S'abstenir également de donner du sang, la femme doit éviter de tomber enceinte pendant cette période.
Et il ne faut pas partager, bien sûr, les brosses à dents, les rasoirs, les seringues, etc. Maintenant, j'arrive à la prévention, parce que notre spécialité est une médecine préventive. Et ces précautions, qu'on appelle précautions standards, ou bien précautions universelles, qui ont été mises en place dès les années 80, hein, je vous ai dit tout à l'heure, par les États-Unis, et qui sont appliquées un peu partout dans le monde, elles doivent être appliquées pour tout acte de soin. Donc, il faut être vigilant en permanence lorsqu'il y a risque d'être en contact avec le sang ou bien un liquide biologique. Donc, le port de gants, le port de lunettes et de masques pour tout geste où il y a risque de contact avec un liquide biologique. Se laver les mains régulièrement à l'eau et au savon et séchage des mains avec du papier jetable et pas sur la blouse. Hein. Il ne faut pas s'essuyer les mains sur les blouses qui sont déjà contaminées. Donc il faut utiliser du papier jetable. Ce lavage se fait après retrait des gants, après entre deux patients et après chaque activité. Donc je ne dois pas transmettre les germes d'un patient à un autre. Il suffit de se laver les mains à l'eau et au savon. Il ne faut jamais recapuchonner les aiguilles, hein, parce que ce geste, lorsque je veux remettre le capuchon, je risque de me piquer. Ça a été la cause de plusieurs accidents rapportés dans la littérature et même dans nos chiffres à Belabès. Il faut nettoyer et désinfecter les surfaces souillées à l'eau de javel régulièrement, hein, le plan de travail, les paillasses, etc. Donc les prélèvements biologiques, le linge doivent être transportés dans des emballages fermés et pas n'importe comment. Moi, le geste sur lequel j'insiste, c'est celui-là, c'est de jeter immédiatement tout matériel piquant et tranchant dans le bidon jaune. Ça, c'est votre responsabilité. C'est la responsabilité du soignant pour éviter que la femme de ménage se blesse ou bien l'éboueur hein, qui va collecter les déchets. Et ça, c'est des accidents évitables par un simple geste. Donc de mettre, qui consiste à mettre donc les aiguilles et les lames de bistouri dans le bidon jaune. Moi, c'est ce que vous devez retenir de ce cours. Parce que ça, c'est des accidents évitables et la femme de ménage est une victime. Ces accidents ne devraient pas exister. En Occident, ces accidents sont très très rares, rarement rapportés chez les femmes de ménage. Alors que dans les pays sous-développés, dans l'Algérie, hein, c'est des accidents très fréquents. Vous avez vu que 30% des accidents explosant au sang sont survenus chez les femmes de ménage à Sidi Bel Abbès, dans notre hôpital. C'est énorme. Donc c'est des chiffres très très élevés qui auraient pu être évités par un simple geste, c'est de mettre l'aiguille dans le bidon jaune. Donc il faut éviter de pipeter à la bouche hein, le sang. Actuellement il y a des pipettes manuelles. Au bloc opératoire, le chirurgien doit changer régulièrement de gants. Il faut porter 2 paires de gants, le masque, les lunettes de projection et utiliser des aiguilles à bout mousse hein, qui ne sont pas très pointues pour éviter de se faire piquer. Les soins immédiats, on en a parlé tout à l'heure. Donc s'il y a piqûre, il faut se laver les mains à l'eau et au savon et appliquer une solution antiseptique. S'il y a projection, il faut rincer le visage à l'eau courante, c'est tout. Alors pour conclure, vous avez vu que le risque il est réel. J'ai pas donné les chiffres du contact avec le VIH tout à l'heure, mais à Bel Abbès nous avons eu 38 contacts avec le virus de l'hépatite V, le virus de l'hépatite C et surtout du VIH durant ces 10 années. Fort heureusement, il n'y a pas eu de contamination, de séroconversion par le VIH
ou le VHB. Par contre, nous avons enregistré une contamination professionnelle par le virus de l'hépatite C. C'est-à-dire une infirmière qui s'est piquée avec le sang d'un patient qui avait l'hépatite C. On a fait une sérologie le jour de l'accident, elle était séronégative, mais au bout de 2 mois, il y a eu apparition d'un ictère et on a fait une sérologie, on a retrouvé des anticorps anti-VHC chez cette infirmière. Donc, vous voyez que le risque existe. Malheureusement, il n'y a pas de vaccin contre l'hépatite C. L'hépatite C, moi je dirais qu'elle est assez grave. Pourquoi? Parce que, contrairement à l'hépatite B, seulement 10% passent à la chronicité, c'est-à-dire 10% des hépatites virales B sont chroniques, alors que les hépatites C, c'est 80% des hépatites virales C passent à la chronicité. C'est-à-dire que le patient va porter le germe pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, et avec les risques que vous connaissez, hein, le risque de cirrhose et de cancer hépatique. Les accidents sont assez fréquents. Moi, je porterai une note sur le personnel d'entretien. Je vous ai dit que c'est des accidents évitables. Hein. Le personnel d'entretien, les femmes de ménage ne devraient pas se faire piquer par des aiguilles jetées n'importe comment. Et malheureusement, c'est des affections graves du fait de leur portage chronique. La prévention fait appel à la vaccination contre l'hépatite B, qui est obligatoire, mais malheureusement, jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de vaccin contre le VIH ou l'hépatite C. Cette prévention fait appel au respect des précautions standards que vous devez connaître à la lettre, mais surtout appliquer. D'accord? Donc, connaître les précautions universelles, ou qu'on appelle précautions standards, mais surtout les appliquer. Voilà, donc sachez aussi qu'il existe un traitement post-exposition en cas de contact avec le VIH qui doit être pris en urgence. Donc c'est la trithérapie dans les 4 heures qui ont suivi l'accident et ce traitement va durer 4 semaines. Et pour votre information, c'est le service des maladies infectieuses qui délivre ces médicaments. Donc en cas de contact avec le VIH, bien sûr il faut venir au service de médecine du travail, mais sinon vous pouvez aller directement au service des maladies infectieuses qui vont vous donner le traitement nécessaire prophylactique anti-VIH et de préférence dans les 4 heures qui ont suivi l'accident. Voilà, donc ça c'est pour la théorie, hein, le cours. On va enchaîner avec rapidement avec un cas clinique hein, qui est réel. Hein. Donc c'est un cas que nous avons dû prendre en charge au service de médecine du travail. Et je vais vous montrer comment, si vous voulez, on aborde ce type d'accident. Vous serez peut-être vous-même victime ou bien vous aurez à prendre en charge un de vos collègues ou une infirmière ou un médecin, etc. Donc c'est une infirmière de 22 ans qui travaillait au service d'hémodialyse. Donc elle s'est piquée avec une aiguille en l'enfonçant dans la fistule artério-veineuse. Vous savez que la dialyse nécessite la confection d'une fistule artério-veineuse pour augmenter la pression. Et donc elle est venue nous voir au service de médecine du travail parce qu'elle elle craignait, elle connaissait les risques. Hein, donc elle est venue pour une prise en charge médico-légale. Maintenant, comment vous allez aborder cette patiente? J'ai essayé de faire ce cas sous forme de questions et on va essayer d'y répondre ensemble, si vous le voulez bien. Donc, je rappelle un petit peu, donc il s'agit d'une infirmière de 22 ans qui
s'est piqué avec une aiguille qui a servi pour faire une dialyse au niveau du service d'hémodialyse et elle vient nous voir pour prise en charge. Donc voilà. Alors première question, de quoi s'agit-il? Voilà, donc c'est assez simple. Je vous donne un temps de réflexion. Voilà. Donc, bien sûr, il s'agit d'un accident d'exposition au sang. Donc, elle a été exposée à du sang d'un malade dont on ne sait pas. Donc, s'il est positif, négatif, on ne sait pas. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait connaître la définition d'un accident d'exposition au sang. Pourquoi? Parce que on ne peut pas prendre en charge quelque chose dont on ignore la définition. Donc l'accident d'exposition au sang est défini comme tout contact avec du sang ou un liquide biologique contenant du sang. LCR, sperme, sécrétion vaginale, salive, liquide pleural, amniotique, etc. Et comportant soit une effraction cutanée par une aiguille, donc l'aiguille peut être creuse ou pleine, ou une coupure avec une lame de bistouri, ou bien lors d'une projection de sang ou de liquide biologique sur une muqueuse, au niveau de l'œil ou de la bouche, ou sur une peau lésée. Donc toutes ces situations rentrent dans la définition d'un accident d'exposition. Alors la deuxième question, quels seraient les risques liés à cet accident d'exposition au sang? Oui. D'accord. Donc voilà. Donc tout accident d'exposition au sang fait courir le risque de contamination par le VHB, le VHC et le VIH. On avait dit tout à l'heure que ce risque dépendait de la prévalence de ces virus parmi la population générale. Ce risque, ou bien ce danger, réside également dans l'existence d'un portage chronique de ces germes, et vous avez vu l'évolution vers l'immunodéficience et la cirrhose du foie, mais également vers le cancer du foie. Et que ce risque a été estimé à 0,3% pour le VIH, à 3% pour le VHC et à 100% pour le virus de l'hépatite B. Alors, la troisième question, quels sont les scénarios possibles? À votre avis, comment vous allez raisonner pour essayer de prendre en charge cette patiente? En général, les maladies se définissent par deux critères. Leur fréquence parmi la population générale et leur gravité. Donc je peux raisonner soit par la fréquence, en connaissant bien sûr la fréquence de la maladie, mais je peux raisonner aussi selon la gravité. Et je dois commencer par les maladies les plus graves ou bien éliminer les moins graves rapidement et passer aux plus graves. Donc j'ai deux possibilités pour essayer de détailler, si vous voulez, le diagnostic et la prise en charge de cette patiente. Donc, je peux raisonner par fréquence. Si je vous dis quelle est l'affection la plus fréquente parmi ces trois, est-ce que c'est l'hépatite B, est-ce que c'est l'hépatite C, est-ce que c'est le sida parmi la population générale? À votre avis? Donc c'est pour ça qu'il faut connaître l'épidémiologie des maladies infectieuses. Vous avez tous remarqué, durant votre cursus,
Le cours commence d'abord par l'épidémiologie. En fait, c'est pas pour vous embêter, hein, on vous donne des chiffres, c'est pas pour vous embêter, c'est pour qu'ils soient inclus dans votre raisonnement. Je donne un exemple. Par exemple, on est en hiver. En dehors du Covid, hein, si j'ai un patient qui a de la fièvre, qui tousse, qui éternue, qui a des céphalées, des frissons, donc à quoi je dois penser en premier lieu? Il n'y a pas de Covid, hein. On est en 2019. Bien sûr, je dois penser à la grippe. Pourquoi je pense à la grippe? Avant tout. Donc je vais penser à la grippe parce que elle est fréquente pendant cette période. La grippe, donc il y a une recrudescence et une fréquence élevée de malades atteints de grippe pendant la période de l'hiver. Je ne vais pas penser à un tumeur du cerveau, d'accord, même s'il a des céphalées intenses. Je vais d'abord penser à une simple grippe. D'abord j'élimine la grippe, ensuite je vais penser à d'autres diagnostics. C'est pour ça qu'il faut intégrer l'épidémiologie et surtout la fréquence des maladies dans votre raisonnement clinique pour arriver à un diagnostic. Parce que le malade n'a pas le temps, il n'a pas d'argent, donc il faut bien cibler l'examen complémentaire que vous allez lui demander et il faut bien sûr donner les médicaments adéquats à sa pathologie. Donc moi, donc les scénarios possibles hein, dépendent de la sérologie du patient source en fait. Alors, si je ne connais pas la sérologie du patient source, là je serai un petit peu dans l'embrouille. Mais si je connais la sérologie du patient source, c'est-à-dire le scénario 2 et 3, donc soit elle est négative, soit elle est positive, là, je peux décider. Mais si elle est inconnue, ça va me poser un problème. Donc le patient source, c'est le patient avec le sang duquel l'infirmière s'est piquée. Donc je dois connaître la sérologie du patient source. Comment? En interrogeant la victime, tout simplement. Est-ce que vous connaissez la sérologie du patient source? Elle va me dire non. Elle peut me dire oui, je la connais, elle est positive. Voilà le document qui atteste que le patient est séropositif. Ou bien elle va me ramener un bulletin d'analyse qui va me dire que la sérologie du patient source est négative. Donc je regarde, je constate qu'elle est négative pour le VIH, le VHC ou le VHB. Donc la quatrième question, à quel virus pensez-vous en premier lieu et pourquoi? Donc je vous ai dit tout à l'heure, moi je vais raisonner en considérant surtout la prévalence de l'infection parmi la population générale. Moi je sais que l'hépatite C est plus fréquente que l'hépatite B. Elle est plus fréquente, qui elle-même est plus fréquente que le sida ou la séropositivité parmi la population générale. Donc mais si je raisonne en termes de gravité, je vais placer le sida en premier lieu, l'hépatite C en deuxième lieu et l'hépatite B en troisième lieu. Pourquoi en troisième lieu? Parce que théoriquement, l'infirmière est vaccinée. Et vous savez tous que la population générale, actuellement, on vaccine même les enfants contre l'hépatite B. Ce qui fait que la prévalence de l'hépatite B diminue parmi la population générale. Donc, j'ai deux possibilités de raisonnement, soit en termes de prévalence de la maladie parmi la population générale, soit en termes de gravité. Alors, quelle est votre conduite générale devant cet accident d'exposition au sang? Je vous ai montré tout à l'heure
que tout d'abord, bien sûr, l'infirmière vient vous voir, donc il faut lui demander si elle a fait les gestes d'urgence. On est devant une piqûre d'aiguille. Si elle a lavé cette piqûre à l'eau et au savon et elle a appliqué une solution antiseptique. Il faut demander bien sûr la sérologie du patient source, si elle la connaît, ça serait bien, mais si elle la connaît pas, c'est problématique. Il faut évaluer le risque. On a vu tout à l'heure comment on évalue le risque de transmission virale en fonction de la gravité. Si l'aiguille est creuse, si l'aiguille est pleine, si elle est profonde, si la blessure est profonde, si elle connaît la charge virale, tout ça à l'interrogatoire. Et dans notre cas, est-ce que c'est grave à votre avis? Oui, je pense que c'est grave. L'accident, il est grave. Surtout si le patient source est séropositif. C'est grave parce que vous savez tous que l'aiguille, lorsqu'on fait une hémodialyse, elle est de gros calibre. Donc, pour qu'elle puisse permettre d'absorber le sang assez rapidement. Donc, c'est des aiguilles de gros calibre. Et donc la quantité de sang qui serait inoculée est importante. Et donc le risque est élevé. Il faut obtenir la sérologie, faire une sérologie initiale à la victime le jour de l'accident, qui va servir de preuve en cas où le patient source est VIH positif. Maintenant, s'il est VIH positif, il faut donner des médicaments anti-VIH dans les personnes qui ont suivi l'accident. Il faut accompagner la patiente au service de maladies infectieuses et ne pas la lâcher toute seule. Donc il faut essayer de la rassurer et de l'accompagner jusqu'au service de maladies infectieuses et discuter avec le médecin pour indiquer le traitement antirétroviral à la suite de votre évaluation. Il faut déclarer l'accident, bien sûr en présentant, quand vous avez le certificat de déclaration de l'accident du travail, en 2 exemplaires, avec la sérologie initiale négative. D'accord? Le certificat de déclaration d'accident de travail doit être accompagné d'un rapport médical et d'une sérologie négative de la victime et sous pli fermé. Donc on rédige un rapport destiné aux médecins de la classe. Donc c'est confidentiel et même la sérologie qu'on fait au niveau du service est confidentielle et on ne met pas le nom de la victime, on met juste un numéro. Donc personne ne sait sauf le médecin qui connaît la sérologie du patient. Et si jamais elle est positive, le laborantin va nous donner les résultats dans une enveloppe fermée et adressée au médecin qui a fait la demande. Donc la confidentialité est respectée. Ensuite, il faudra surveiller sur le plan sérologique, clinique et biologique la patiente jusqu'à 6 mois. Donc on va faire les 3 sérologies avec les anticorps, les bilans hépatiques à la recherche du TGO-TGP, d'une élévation des transaminales. Alors, maintenant, je suspecte une hépatite virale C, ou bien j'ai une sérologie positive du patient source, donc il me dit qu'il a une hépatite C, vous savez tous qu'il n'y a pas de vaccin et il n'y a pas de prophylaxie. Donc je dois faire une sérologie répétée pendant 6 mois afin de dépister une éventuelle séroconversion, donc en recherchant les anticorps anti-VHC. Ça c'est pour le virus de l'hépatite C. Maintenant, pour l'hépatite B, si le patient source est porteur de l'antigène HBS, donc la conduite va dépendre de la vaccination de la victime. Si elle est vaccinée et elle a un taux d'anticorps supérieur à 10, il n'y a aucun risque. Donc je dois rassurer la patiente et donc, le dossier est clos. Donc il n'y a aucun risque de transmission si elle est correctement vaccinée, même si le patient source est positif. Maintenant, si elle n'est pas vaccinée, on a vu que le risque était très élevé de contamination.
il est de 30% hein, de passage du virus de la, du patient source à la victime. Donc, si elle n'est pas vaccinée, donc le risque est élevé. Et là, donc, il faut injecter des immunoglobulines spécifiques dans les 48 heures et faire le point sur la vaccination. Maintenant, si le patient source est VIH positif, donc on a vu tout à l'heure qu'il fallait faire une évaluation du risque pour pouvoir indiquer ou pas un traitement antirétroviral. Et dans notre cas, c'est assez grave parce que l'aiguille est de gros calibre, hein. Donc il y a ça déjà, et la blessure peut être profonde. Et donc elle a servi en intraveineux, donc on est dans la, si vous voulez, dans le sang total. Et donc la quantité de sang qui serait inoculée est assez importante. Donc là, c'est une urgence thérapeutique. Donc il faudra donner un traitement antirétroviral le plus tôt possible et pendant 4 semaines avec une surveillance, bien sûr, sérologique et surveillance des effets secondaires du traitement. Donc la trithérapie consiste en 2 inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse et une antiprotéase. Donc c'est un comprimé qui est une combiné qui doit être pris pendant 4 semaines. Là, c'est une grille de décision, comment on doit décider. Ça dépendra du statut sérologique du patient source, donc s'il est positif ou inconnu. S'il est positif et que la piqûre est grave ou après un geste intra-artériel ou intraveineux, donc le traitement est recommandé dans toutes ces situations. Donc si l'aiguille a servi en intraveineux ou intra-artériel, il faudra recommander ce traitement. S'il s'agit d'une piqûre d'aiguille à suture ou après un geste intramusculaire ou sous-cutané, et qu'on sait que le patient source est positif, ou bien lors d'une piqûre, d'une coupure par une lame de bistouri, le traitement est également recommandé. Alors pour les expositions cutanéo-muqueuses, là également le traitement est recommandé si la quantité de sang est importante, qui a été projetée sur les yeux ou la peau lésée. Les autres cas, le traitement n'est pas recommandé en cas de griffure, de morsure, contact avec quelques gouttes de sang sur une muqueuse ou peau lésée. Donc là, ou bien la salive ou les urines, là le traitement n'est pas recommandé, mais il faut instaurer une surveillance quand même sérologique. Voilà, donc nous arrivons au terme de ce risque biologique, et s'il y a des questions, même concernant les autres cours, je peux répondre à vos questions. Alors, voilà. Alors, est-ce que HPPC, donc demande est-ce que la pneumopathie d'hypersensibilité provoque de l'asthme? Non, c'est plutôt les pneumopathies d'hypersensibilité, c'est une entité particulière euh, qu'on appelle alvéolite allergique extrinsèque. Donc elles peuvent évoluer vers la fibrose, hein. Alors il y a beaucoup de questions, hein. Désolé. On peut faire vaccination contre l'hépatite B au CHU. Oui, au service de médecine du travail. Vous pouvez vous faire vacciner au service de médecine du travail contre l'hépatite B. Alors,
Alors, j'ai fait en premier le cours, hein, puis on a fait un TD. Donc, c'est les deux. D'accord? On a fait un cas clinique sous forme de TD. Est-ce que le cours est disponible? Oui, normalement, il est sur site, hein. Le cours est disponible sur site. Si vous ne l'avez pas, venez au service de médecine traitant. Pouvez-vous m'envoyer alors, merci, sous forme de diapo. Il s'agit de c'est bien, il y a eu beaucoup de réponses hein, concernant les questions, c'est bien. Maintenant, alors concernant le cours de l'accident du travail et la présomption d'imputabilité, il faut que tous les critères soient, oui, il faut que pour qu'une maladie professionnelle soit reconnue, il faut que tous les critères euh, soient disponibles. Le premier critère, c'est que la maladie figure dans un des tableaux. C'est-à-dire qu'elle soit mentionnée et qu'elle ait un titre. Ça, c'est la première. La deuxième condition, il faut que la maladie figure également ou les symptômes. Ensuite, il faut que le délai de prise en charge soit respecté. On vous a expliqué que le délai de prise en charge, c'est le délai qui sépare entre la cessation de l'exposition au début des symptômes. Et enfin, il faut que l'activité figure dans la colonne de droite. Dans les cas euh, des tableaux limitatifs. Alors, exemple, un IDM sur le lieu du travail est un accident du travail. Oui, parfois, il peut être reconnu comme accident de travail. Un infarctus. Si, euh, si le travailleur, par exemple, là je donne un exemple, si l'employeur a demandé à un travailleur de faire un effort supplémentaire dans des conditions de travail difficiles, par exemple, il fait très chaud, on demande aux salariés d'accélérer la cadence, de monter les escaliers avec une charge lourde, de décharger un camion, de le charger avec une charge lourde. Et si le sujet fait un infarctus du myocarde, il peut être reconnu comme accident du travail. Alors, alors, DCR-KB. Donc, si le patient source est séronégatif récent pour HIV, est-ce qu'on doit donner le traitement prophylactique à la victime ou non? Donc, si le patient source est séronégatif pour le VIH, donc alors, il y a certaines circonstances où je dois donner un traitement. Si les séronégatifs, normalement, on ne donne pas de traitement anti-VIH. Mais, si le patient source, par exemple, c'est une prostituée, et donc il y a un risque qu'elle soit contaminée, mais qu'elle n'a pas encore fait sa séroconversion. Donc, soit c'est-à-dire une prostituée, soit un homosexuel, soit un utilisateur de drogue par voie intraveineuse. Si je vois sur ses bras des traces de piqûres, là, je peux prendre le traitement antirétroviral. Donc, dans ces trois situations où la sérologie est négative pour le VIH, mais il y a un comportement, si vous voulez, suspect, soit une prostituée, soit un homosexuel, soit un utilisateur de drogue, par voie intraveineuse. Alors, ME, est-ce que les maladies à caractère professionnel sont indemnisées ou pas? Non, elles ne sont pas indemnisées jusqu'à présent parce qu'on a dit qu'il faut, pour qu'elles soient indemnisées, une maladie professionnelle doit figurer dans le tableau des maladies professionnelles. Mais elles peuvent servir ultérieurement, elles peuvent être reconnues par la suite par le législateur en maladie professionnelle.
Alors, Sarah, est-ce que la trithérapie post-AES protège la victime contre un syndrome d'immunodéficience par la suite? Oui, en général, c'est un traitement qui a fait ses preuves. Euh, donc, s'il est pris à temps, dans les délais assez courts, donc le plus tôt possible, le traitement antirétroviral protège la victime contre la séroconversion. Alors, est-ce qu'il y a un rappel tous les 10 ans pour l'hépatite virale B? En fait, il n'y a pas de rappel actuellement, mais on peut faire un taux d'anticorps. C'est un examen qui se fait rarement chez nous, malheureusement. Mais en fonction du taux d'anticorps, on peut revacciner ou pas. S'il est supérieur à 10, on est tranquille, on ne revaccine plus. Mais s'il est inférieur à 10, on peut revacciner. Alors, quelle est la démarche pour HP, pour l'indemnité journalière de la victime en cas de maladie professionnelle? C'est la même que l'accident. Oui, c'est la même parce que c'est des arrêts de travail dus au donc soit un accident, soit à une maladie professionnelle. Alors, le VIH peut-il se transmettre par une griffure? Ça n'a pas été rapporté jusqu'à l'heure actuelle. On a dit qu'il faut qu'il y ait du sang hein, sur par exemple sur les ongles. Hein. On parlait de griffure. Il faut que le patient source ait du sang sur les ongles pour que le sang soit transmis. Alors, l'action de comprimer le lieu de la piqûre. Oui. Donc, il y a une question. Est-ce qu'il faut comprimer le lieu de la piqûre au cas d'AES? En fait, il y a deux théories. C'est-à-dire, la première théorie, ils disent qu'il ne faut pas comprimer pour faire sortir le sang en cas de piqûre. D'accord? Moi, je préfère pas. Il faut juste appliquer une solution antiseptique et se laver d'abord à l'eau et au sang. Alors, si la DR, si la sérologie du VIH chez le patient sourd, ça va prendre du temps. Donc, comment on peut prendre en charge la victime? C'est une bonne question parce que euh, lorsque la sérologie est inconnue, ça pose problème. Mais si elle est suspecte d'être, d'avoir le VIH, là, on peut traiter. Mais si elle n'est pas suspecte, on ne traite pas. Sauf si la victime le demande, hein, et elle a une crainte particulière. Donc il faut euh, répondre à la demande de la victime. Alors, ORL demande est-ce qu'il y a un risque de la tête par la vaccination? Vous savez, si on pèse le pour et le contre de la vaccination, donc il n'y a pas. Moi, je préfère qu'on se vaccine. La sclérose en plaques, il y a eu de très rares cas qui ont été rapportés. Hein, c'est comme tous les médicaments, hein, un vaccin peut avoir des effets secondaires, mais sa fréquence n'est pas très élevée, donc il vaut mieux se faire vacciner. Alors, la prévalence de l'hépatite C est élevée alors que l'hépatite B à cause de la vaccination contre l'hépatite B. Oui, voilà, je pense que nous arrivons au terme de.
Alors, une IPP, c'est quoi une IPP? Il y a Myriam qui demande c'est quoi une IPP. Une IPP, c'est une impotence partielle et permanente. Impotence partielle et permanente. Permanente, c'est-à-dire que le travailleur va perdre ses capacités de travail. Je donne un exemple. Quelqu'un qui fait de l'asthme, par exemple, professionnel, de l'asthme. Donc, si on fait une spirométrie, il va faire une réduction du VEMS. D'accord? Et donc, ses capacités de travail seront réduites. Donc, il aura une incapacité permanente à travailler. Ou bien quelqu'un qui fait une fracture à la suite d'un accident du travail et la fracture des deux os de l'avant-bras. Et au bout d'un certain temps de traitement, de rééducation, etc., il va garder une paralysie radiale. Donc, il aura une paralysie radiale. Ça constitue une impotence partielle permanente qui peut être estimée en fonction de la gravité. Après la consolidation, bien sûr. On parle de consolidation. Alors, il y a une question, Nourhouda. Si un étudiant avait 3 accidents d'exposition au sang depuis 3 ans, il n'a pas fait ni sérologie, ni vaccin, ni sérothérapie, ni rien, et jusqu'à maintenant, il n'y a pas de symptômes. Est-ce qu'il y a un risque? Non, il n'y a pas de risque. S'il n'y a pas de symptômes, il n'y a pas de risque. Maintenant, s'il connaît la sérologie du patient source, si elle était positive, les symptômes seraient apparus. Au bout de 3 ans, normalement, il aurait eu des symptômes. Et c'est pour ça que le législateur a fait que la surveillance soit de 6 mois. Au bout de plus de 6 mois, donc le risque de séroconversion est faible. Est-ce qu'on apprend les tableaux des maladies infectieuses? Non. Il faut juste connaître. Est-ce que la syphilis suspect de provoquer un cancer du poumon? Oui, la syphilis peut provoquer un cancer du poumon. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc, bon courage et si vous avez d'autres questions, vous pouvez venir au service de médecine du travail. Merci et au revoir.